Bonsoir, je vais juste vous dire bonsoir et je vais tout de suite présenter Ringo donc de Rive et je vais laisser Jessica continuer l'interview. Non, mais pas du tout. Non, On parlait d'un dîner de gala à Rive au mois d'avril, le 6 avril, c'est ça? Un dîner dansant. Un dîner dansant qui ramène des fonds. Mais justement, on a invité pour parler des 23 ans de Rive aujourd'hui. Ouais, ça commence à faire oui, vieux, hein. On va dire que c'est un jeune homme. Oui, ou une jeune femme. fille. Qui Ouais, sait. tout à fait, une jeune fille. Ou un jeune trans. Qui Oui, sait? on va s'occupe pas. aussi beaucoup des trans. On va pas peut-être rentrer dans ce débat-là. Si. Pourquoi? T'as un problème avec ça, toi? Pas nous, hein? On va pas rentrer dans ce débat-là pour une simple raison, c'est qu'on n'a pas le temps de le faire. La question, c'est 23 ans, quand on regarde dans le rétroviseur, quels sont les moments qui reviennent en mémoire? Des centaines et des centaines de moments. Il y a eu des grandes étapes dans Rive. Il y a eu création par 3 patients et moi-même parce que à cette époque le VIH était constamment mortel et qu'il y avait beaucoup de misérabilisme et beaucoup de discrimination autour des patients. Surtout. Et que voilà, on n'avait pas du tout envie que ça se passe comme ça, qu'une personne qui sait qu'elle va mourir, c'est encore une personne vivante. Elle est capable de décider pour elle, elle est capable d'être elle-même, de faire ses propres choix. Et on en avait un peu assez que d'autres décident pour eux et qu'il y ait beaucoup de drame autour. Donc on a fait ça, et puis petit à petit, il y a des besoins qui sont apparus assez vite, comme par exemple, on gardait des patients à l'hôpital très très longtemps parce que les familles les rejetaient, et donc ils n'avaient pas le droit d'être chez eux tranquilles, et on a commencé à louer un premier appartement, etc. Très rapidement, on a eu notre première maison de vie qui nous avait été offerte. À l'époque, c'était Christophe Payette, qui était président du Conseil général, et il nous avait laissé une maison qui était rue Bertin, qui était notre première maison de vie. Et là, on a accueilli des gens qui étaient complètement seuls, complètement pauvres, qui avaient besoin qu'on les aide pour les repas, etc. Et puis petit à petit, on a progressé, on a eu une deuxième maison de vie, une troisième, une quatrième, et là on en est à notre 5e maison de vie. Elles sont de plus en plus grandes. Et c'est vrai que si on réfléchit bien à l'étape essentielle de Rive, c'est 1996, l'arrivée des trithérapies et les premiers patients sauvés dans des conditions très difficiles. Il y avait 15, 20, 30, 40 comprimés à prendre par jour, mais ça a aidé un certain nombre qui sont toujours vivants aujourd'hui à être encore vivants. Ça a beaucoup changé parce que petit à petit, la prise en charge des personnes s'est modifiée. On est passé de l'accompagnement à la mort, qui chez nous n'avait rien de dramatique, à l'accompagnement à la vie, à la survie d'abord, puis à la vie. Et là, il a fallu faire face alors à d'autres problèmes qui sont les problèmes sociaux classiques de la Réunion, qui sont les problèmes de discrimination, de stigmatisation, du rejet donc par les familles. Et puis voilà, créer donc d'autres appartements qui étaient des appartements sociaux. Puis après, des appartements de coordination thérapeutique. On s'est beaucoup battu pour qu'il y en ait à La Réunion. Donc on a eu les 15 premiers appartements de toute La Réunion, appartements de coordination thérapeutique, où sont des gens qui sont très malades et qui ont par ailleurs, mais qui n'ont plus besoin de rester à l'hôpital et qui ont des problèmes sociaux, des problèmes psychiatriques, des problèmes familiaux. Et maintenant, on en est à 22 appartements de coordination thérapeutique. L'association aussi d'Aventure en a maintenant 15 dans le sud, donc on est content qu'il y ait dans les 2 sites. Et on s'est ouvert à d'autres pathologies parce que maintenant le VIH, si on est dépisté, qu'on prend bien ses traitements et qu'on est à peu près bien dans sa tête, on peut vivre avec bien, très bien même, et avoir une espérance de vie normale, une qualité de vie normale. Après, il y a une bonne partie de nos patients. À fin 2016, on avait 970 patients à La Réunion, les 2 tiers au nord et l'autre, le tiers au sud. Donc, la grosse majorité fréquente Rive, pas tous, bien sûr. Hein. Et donc, nous avons une association maintenant qui est une grosse association. Il y a 14 salariés, c'est beaucoup, c'est énorme. Quand on pense qu'au début, on a mis chacun un billet de 500 francs sur la table pour commencer l'association Rive et qu'on s'est beaucoup cotisé nous-mêmes. D'ailleurs, ça continue un peu, mais enfin, bon, on a de nombreux donateurs. Et donc maintenant, nous avons ces 22 appartements de coordination thérapeutique en accueil toutes les pathologies chroniques. C'est-à-dire, nous avons dans ces appartements à la fois des enfants qui sont des enfants insuffisants rénaux, une petite fille qui a une maladie de la lune, qui vient de Mayotte, un petit enfant qui a une leucémie. Voilà, c'est ça. Et aussi des adultes, donc porteurs de VIH, ou alors des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool et qui sortent de cure d'addiction, ou alors des personnes qui ont un cancer et qui, pour différentes raisons, n'ont pas de maison, ne peuvent pas être accueillies, ou des personnes qui ont des handicaps divers. Voilà, on s'est beaucoup diversifié entre guillemets, même si la grosse majorité de ce que nous faisons concerne des personnes séropositives.
pour ça. Et puis on a aussi, je te dis juste, un gros volet de prévention aussi que nous faisons en lien avec l'hôpital parfois et parfois sans l'hôpital. Donc de prévention vers les groupes à risque comme actuellement les homosexuels, les homobisexuels, chez lesquels il y a une épidémie concentrée, même si le principal facteur de risque à La Réunion, ça reste d'être hétérosexuel. Mais les homosexuels, c'est très concentré. Et puis les personnes originaires de l'étranger, il y a une grosse concentration chez les Malgaches. Malheureusement, dans cette île, il n'y a pas de prise en charge correcte. Et puis, on a aussi tout le volet accueil à l'association RIV, le volet social, où on offre des repas, beaucoup d'activités. Enfin, RIV, c'est devenu un gros machin. Et puis, on s'occupe toujours de coopération régionale. Et là, on a des difficultés pour trouver de l'argent, parce que plus ça va, plus l'argent pour la COPé diminue. Et pourtant, il y a des enjeux majeurs dans la zone. Alors, pourquoi elle diminue? Parce que c'est vrai que ces dernières années, on se rend compte que finalement, on banalise un petit peu. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas que le VIH. Il y a plein d'autres maladies. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Même tout à l'heure, tu disais, on n'en meurt plus. Alors, est-ce que dans la tête... On ne meurt plus à La Réunion. Quand on est dépisté, quand on prend bien ses traitements. En fait, voilà, et quand on est à Madagascar ou à Maurice, on meurt très très bien, parce qu'on n'a pas accès aux traitements et on n'a pas accès aux soins nécessaires. Mais ça reste quand même une maladie, il ne faut pas l'avoir. Pour l'instant, c'est une maladie constamment mortelle si on n'a pas accès aux traitements ou qu'on ne se fait pas dépister. Cette année, il y a 9 personnes qui sont mortes avec le VIH à La Réunion, mais pas du VIH. Il y a une personne qui est morte. On a découvert 39 nouveaux séropositifs, bon, c'est toujours à peu près 40 chaque année. Et parmi ceux-là, il y en a un qui est mort parce qu'il est arrivé trop tard. Donc un monsieur lambda, une cinquantaine d'années, réunionnais, hétérosexuel, voilà. Lui, il ne pouvait pas imaginer qu'il avait ça, apparemment son médecin non plus, et hop, il est arrivé, il est mort tout de suite pratiquement. Donc ça tue encore, mais très peu, c'est vrai. Ça fait beaucoup de dégâts psychiques, ça fait beaucoup de difficultés, par exemple quand on rencontre son amoureux ou son amoureuse, et qu'un jour on doit dire, et non pas avouer, c'est très important, c'est pas une faute, on doit dire qu'on est séropositif, ça reste difficile. Il y a quand même des petites remarques des uns et des autres qui savent pas qu'on est séropositif. Il y a toujours ce rejet au niveau de la famille familiale. Moi, ça a diminué, mais encore. Et il y a encore un certain nombre de personnes qui est relativement conséquent, à peu près 10%, parce qu'ils ont encore peur ils ont peur, ils disent mais si je le dis, je vais être rejeté. Donc ils décident pour l'autre. Et une partie de notre travail, c'est de dire bah non, tu peux pas décider pour l'autre. La personne, si elle t'aime, ça va lui faire quelque chose, bien sûr, mais elle va t'ouvrir ses bras. Et si elle s'en va, elle ne t'aime pas. Il y a des études qui ont été faites qui ont très bien montré que quand, par exemple, on est amoureux de quelqu'un, mais vraiment amoureux, et qu'on a l'impression que cette personne vous aime, pas quand c'est une petite histoire, et qu'on dit qu'on est séropositif, dans 98% des cas, la personne reste avec celui qui l'a dit, et dans 2%, effectivement, elle s'en va. Donc les études ont été chercher les 2% de personnes qui sont parties, ils en ont retrouvé un certain nombre, et sur ce pourcentage, la majorité, en fait, n'était pas amoureuse. Et de gens qui sont réellement partis parce qu'ils avaient peur, c'est à peu près 0,5%. Donc vous voyez que les risques sont quand même minimes. Mais quand ça vous arrive, c'est pas drôle, mais ça arrive donc que dans 0,5% des cas. D'accord. Sur ce que il y a ce bilan-là, aujourd'hui, le regard de ceux qui ne sont pas porteurs de virus, sur ceux qui sont porteurs, ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, là, il y a une acceptation qui est plus forte. Ça a pas mal changé, ça va mieux. Ça reste quand même à fleur de peau. On l'a bien vu, par exemple, pour les homosexuels. Il y a encore une grosse discrimination des homosexuels. Quand il y a eu l'histoire du mariage pour tous, on a vu une montée de haine contre les homosexuels que moi-même, c'est pourtant très militante dans ce milieu, je n'imaginais pas. On a encore un certain nombre de discriminations vis-à-vis des personnes qui viennent de l'étranger. On a un certain nombre de discriminations vis-à-vis des transidentitaires. Alors j'y reviens, c'est important. On ne choisit pas d'être transidentitaire. On ne choisit pas d'être né dans un corps de femme alors qu'on est un homme. On ne le choisit pas. Ce n'est pas une pathologie. C'est un état de fait. Les gens s'en rendent compte très très petit, tout comme l'homosexualité. Je disais tout à l'heure, je ne voulais pas aborder le sujet parce qu'il est très sensible en fait. Il faut prendre le temps pour en parler. Et j'ai vu qu'en France, c'est la première personne sur son carte d'identité à qui on n'a pas mis de sexe. C'est une première, quoi. Donc c'est pour ça que c'est pas simple de parler, mais c'est sensible. On n'a pas mis de genre. Non, on n'a pas mis de sexe. D'habitude, tu as mis l'attention, mais sexe masculin ou sexe féminin. Et cette fois-ci, on n'a pas mis de sexe. En général, les gens sont dans un processus, enfin, c'est pas le thème aujourd'hui, mais de transformation, comme on appelle. Et donc, ils souhaitent changer, changer de prénom, voilà. Ce qui n'est pas toujours facile pour des tas d'histoires légales, mais on pourra en reparler une autre fois. Oui, non, on abordera parce que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les gens évoluent, parce que cette société-là, elle a vraiment évolué. Et puis, le regard qu'on porte sur l'autre, qu'importe sa sexualité, qu'importe ce qui peut être. La sexualité, c'est du domaine de l'intime, hein. Ça ne regarde personne, que la personne et la personne avec qui elle vit. Le problème, c'est que... C'est tout. Ça n'a pas à être jugé clairement. Non, Catherine, ce que je veux dire, c'est que souvent... Non, ce que je veux dire, c'est que souvent, on met des
étiquettes, des idées reçues. Ouais. Et c'est pour ça que je dis de la sexualité, parce que les gens regardent par le prisme de la sexualité. Quand on parle d'homosexuel, lorsqu'on revient sur le mariage pour tous, pourquoi il y a eu cette réaction de ceux qui voulaient, soi-disant, protéger en... Il y a toujours des gens très bien pensants qui détiennent la vérité et qui savent que leurs idées sont absolument les meilleures et les seules. D'accord. Donc forcément, il y a le respect de l'autre, de ce qu'est de l'autre, le respect de la différence. Pourtant, nous, à La Réunion, on est quand même assez bien placés. Je pense que les gens, ils ont envie d'être bienveillants, en fait. Bienveillant et respectueux. Pas tout le monde, mais bien sûr que la sexualité, franchement, ça ne regarde que la personne. Encore une fois, ce qui est important, c'est quelles sont les valeurs, les qualités de la personne, comment elle se comporte, etc. C'est la même chose entre les hommes et les femmes. On ne va pas dire, toi, t'es une nana, donc voilà, et vous êtes un mec, donc voilà. C'est la question de la façon dont on respecte la liberté de l'autre. Après, si cet autre, il va venir ingérer dans votre sphère à vous, par exemple, la pédophilie ou ça c'est autre chose. Mais dans la mesure où ça ne gêne personne, ce sont des relations sexuelles entre deux adultes consentants, eh bien, il n'y a pas de problème dans ce cas. La question, c'est toujours, elle revient toujours. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut espérer un médicament, je dirais, pour... Alors, on n'a pas le temps de l'aborder, mais on a fait des progrès énormes. On commence à parler de guérison. Il y a un patient qui est guéri un peu par hasard après une greffe de moelle et des choses très compliquées. Mais on essaye maintenant de modifier la cellule, le lymphocyte, qui est la cellule qui accueille le VIH et dans laquelle ce virus se réplique, pour que le VIH ne puisse plus y rentrer. C'est de la thérapie génique, ça marche bien, et on essaye, avec différentes substances, c'est compliqué, mais de purger les réservoirs, c'est-à-dire que le virus, il est quand même dans notre matériel génétique, on essaye qu'il sorte pour pouvoir le tuer, parce que dès qu'il sort, on sait le tuer, mais quand il est à l'intérieur de la cellule, on ne sait pas faire, et ça, on a fait beaucoup de progrès. Et puis, pour terminer sur une note d'espoir, c'est une petite révolution, là, je rentre de Seattle, enfin la semaine dernière, il y avait la CROI, le grand congrès mondial sur les rétrovirus, et bien le VIH sert maintenant de vecteur pour faire de la thérapie génique, donc on l'inactive. Dans les tubes, on le fait rentrer dans des lymphocytes, c'est-à-dire des cellules immunes, qui vont être dirigées contre des cellules cancéreuses chez des jeunes enfants et des adultes qui sont à un stade de cancer complètement dépassé, tout a échoué. Le VIH réussit à faire modifier le chromosome de nos cellules lymphocytaires, ce qui sert à nous défendre contre le cancer. Et ces cellules-là, ces cellules tueuses, donc modifiées grâce au VIH, vont aller tuer la tumeur cancéreuse, les cellules spécifiques, et il y a maintenant 64 guérisons de cancers complètement dépassés grâce au VIH. Ouais, ça c'est une très belle histoire. Pour conclure, je trouve que c'est chouette. Le VIH qui a tant tué peut aider à guérir des cas désespérés. Bravo, en tout cas, bon anniversaire. Merci. Merci Arrive pour tout ce que cette association a apporté. Merci pour le travail que Catherine Go fait également. Tout le monde, c'est une équipe, franchement. Non, j'allais dire Catherine Go et son équipe fait depuis maintenant 23 ans. Bravo à vous, bon anniversaire. Merci. Et puis j'espère qu'on reviendra là-dessus pour parler de cette évolution de la médecine. Il y a beaucoup à dire. Merci beaucoup, Catherine Go. bonne fin de soirée.